C'est parfait. Et on lance. Donc, bienvenue à toutes et tous. Je me présente, Guillaume de Brabandev. Je suis conseiller développement économique chez Fibois Sud. J'ai le plaisir d'animer ce webinaire avec l'équipe de Novachim qui se présentera juste après. Un petit mot introductif. Donc, nous allons présenter nos structures, Fibois Sud et Novachim. On laissera la parole à mon directeur Florent Bigot et au directeur de Novachim, Stéphane Moutard. On vous précisera dans quel cadre nous animons ce webinaire. Et ensuite, je laisserai la main à Frédéric Van Den Busch, dirigeant ou un CCO, hein, on dit d'IDCO, Microwave Industrial Solutions. Euh, et ensuite, il y aura bien sûr un temps pour les questions et réponses. On s'est fixé 1 heure pour ce webinaire. Quelques règles d'usage. Si on a des soucis d'Internet, merci de couper vos caméras et vos micros également, hein. Ensuite, si vous avez des questions, ben, vous avez le chat. Vous pourrez bien sûr lever la main à la fin du webinaire et on prendra toutes les questions. Vous disposerez donc d'un support PDF à la fin de ce webinaire et vous aurez bien sûr le replay disponible sur nos chaînes YouTube. Voilà, vous avez le droit de l'appel à un ami également, mais avec le micro coupé. On va passer donc tout de suite sur la présentation de Fibois Sud et Florent, je te laisse la main. Oui, merci Guillaume. Donc effectivement, nous co-organisons ce webinaire donc avec Novachim. Donc Fibois Sud, c'est l'interprofession régionale de la filière forêt-bois sur donc la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et à ce titre, donc on rassemble voilà l'ensemble des acteurs de cette filière, de l'amont jusqu'à l'aval. Donc on démarre des propriétaires des arbres, hein, qu'ils soient publics ou privés, et on va jusqu'à aux utilisateurs du matériau bois. Donc en passant par les gestionnaires de la forêt comme l'ONF pour la forêt publique ou les gestionnaires forestiers privés, les entreprises qui travaillent en forêt, qui récoltent le bois et qui font des travaux forestiers, les entreprises qui transforment le bois pour faire du bois énergie, du bois industrie comme de la pâte à papier ou du bois construction, donc les transformateurs comme les scieurs, et puis les utilisateurs du bois, notamment dans le bois construction, charpentier, menuisier, architecte, bureau d'études, maître d'ouvrage, et donc aussi voilà potentiellement les utilisateurs de la chimie du bois. Et puis on a aussi donc des partenaires dans notre interprofession, notamment les organismes de formation, recherche, voilà, qui concourent aussi au développement de la filière. Et donc nos objectifs, c'est le développement économique de cette filière, hein, dans le respect de la fonctionnalité de la forêt environnementale, sociale et économique. Et pour ça, donc, on a trois grands axes. D'abord, c'est mobiliser le bois issu de la forêt régionale, euh, puisque aujourd'hui, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, on récolte entre 25 et 30% de l'accroissement annuel de la forêt. Et donc, effectivement, on peut progresser sur cet indicateur-là. L'objectif étant de pouvoir approvisionner les acteurs locaux, donc en circuit court, avec du bois de la forêt régionale. Le deuxième point, c'est développer et diversifier les usages du bois. C'est pourquoi on a monté ce groupe de travail sur la chimie du bois, parce qu'effectivement, on souhaite valoriser les connexes, donc les produits secondaires de la transformation du bois et certains gisements qui sont pas valorisés aujourd'hui. Donc développer et diversifier les usages du bois, et puis développer la compétitivité, l'innovation, accompagner les entreprises de la filière. Et donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, notamment puisque on va vous présenter une solution innovante, voilà, qui à notre sens est de nature effectivement à développer la compétitivité de la filière et à produire de la valeur ajoutée dans notre chaîne de valeur de transformation du bois. Voilà, donc Fibois Sud, c'est une association qui reçoit donc le soutien d'un certain nombre de partenaires publics, État, région, métropole, département. Et donc pour assurer ces missions-là, donc on a une équipe
de 8 salariés aujourd'hui et une apprentie, donc voilà, qui peuvent vous accompagner sur les questions de gestion forestière, sur les questions d'accompagnement d'entreprise et de développement d'innovation. Donc c'est Guillaume qui est à la manœuvre aujourd'hui, mais aussi sur le développement des filières locales, le bois construction. Donc il faut pas hésiter à nous contacter à ce sujet. Et puis donc voilà, on a un bureau qui représente la diversité de nos activités, donc avec Gérard Gauthier, qui est un président propriétaire forestier privé, mais dont on a donc dans notre bureau des entreprises de transformation, récolte et construction bois, qui illustrent tout à fait la diversité de notre filière. Voilà. Donc, hop, je passe la main donc à Stéphane pour présenter Novachim. Merci Guillaume et Florent. Bonjour à tous et à tous. Alors, moi, je me présente, je suis Stéphane Moutard, je suis le responsable du pôle innovation de Novachim. Novachim, donc, c'est le réseau des entreprises et des laboratoires de la filière chimie et matériaux qui fédère près de 200 membres, donc entreprises et laboratoires sur le territoire en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. La filière chimie matériaux, juste un mot pour dire que c'est plusieurs secteurs d'activité différents que nous représentons, hein. Ça va de la chimie, des activités chimiques de base, donc chimie organique et inorganique de base, issues du raffinage des produits pétroliers ou aussi issues du biosourcé, de la chimie verte, hein. La chimie spécialité, donc ça va comprendre tout ce qui est détergent, savon, produits d'entretien, peinture, encre. Mais c'est aussi la chimie qui sert pour tout ce qui est les actifs pour l'industrie et les matières premières aromatiques pour la parfumerie, la cosmétique ou encore les huiles essentielles, et aussi la chimie fine pour, la pharmacie, pour l'industrie pharmaceutique, pardon. Donc, Novachim, nous sommes constitués. Alors, la slide d'avant encore. Guillaume, est-ce que tu peux revenir sur la slide précédente? Novachim, nous sommes constitués de 4 pôles travaillant en étroite synergie. Donc, le pôle innovation, dont je fais partie et que je représente aujourd'hui et que je présenterai dans la slide suivante, c'est le pôle innovation, voilà, qui porte en collaboration avec Fibois Sud cette démarche régionale pour la valorisation chimique du bois que nous allons vous présenter. Euh, le deuxième pôle, c'est le pôle expertise réglementaire environnement, donc qui garantit une veille et du conseil sur la réglementation produits et sur les sites industriels pour la filière chimie et matériaux. Le pôle formation, donc, dont la mission, c'est de répondre aux besoins de formation des industriels dont les activités sont en lien avec la chimie. Donc, nous proposons des formations spécifiques à ces activités industrielles. Et je vous invite, pour en savoir plus, à aller voir le site du pôle formation. Nous sommes agréés Calliope pour ces formations. Et enfin, un quatrième pôle qui est le pôle service social qui offre des services en particulier destinés donc, aux entreprises de notre filière et à nos adhérents. Donc, Novachim est soutenu par France Chimie Méditerranée, donc le syndicat professionnel de la branche chimie en région avec lesquels nous travaillons en étroite synergie, et également donc, par la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, la métropole d'Aix-Marseille-Provence et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, puisque nous avons le label Cellule de diffusion technologique, donc un label qui met en avant nos actions à l'interface des laboratoires et des entreprises de notre filière en région. Donc la slide suivante, Guillaume. Donc, en ce qui concerne le pôle innovation Novachim, quels sont notre rôle et nos missions? C'est d'accompagner les entreprises de notre filière et en particulier nos membres adhérents dans leurs projets innovants par du conseil, par de la mise en relation. Ça peut être aussi de la structuration et du montage de leurs projets. Au-delà de cet accompagnement à l'innovation, notre rôle est de mobiliser les compétences du réseau pour plus globalement accélérer la compétitivité et le développement économique de nos entreprises à travers, donc je l'ai dit, l'innovation, mais aussi la maîtrise des réglementations, produits
ou sites industriels, le développement de nouvelles compétences ou encore l'aide à l'investissement et la croissance. Nous sommes aussi, et je viens de le dire tout à l'heure, un relais entre les industries de la filière et les laboratoires académiques. Donc, ça, via le label CDT, avec l'objectif de mettre en lien direct les expertises et les moyens techniques des laboratoires avec des porteurs de projets et d'accélérer les projets et les partenariats entre industrie et laboratoires. Enfin, donc, nous avons un rôle d'animation de réseau par des webinaires, des ateliers, des colloques, par des actions structurantes, comme c'est le cas pour ce groupe de travail avec Fibois Sud pour la valorisation chimique du bois. Donc, c'est donc on propose des animations sur des thématiques filières. Donc, nos thématiques stratégiques pour Novachim tournent autour de la chimie biosourcée, donc la chimie du bois notamment, aussi les microalgues, les biocarburants ou encore les matériaux avancés, sur des sujets en lien avec la transition écologique et environnementale, comme le recyclage chimique avec un focus sur les plastiques, ou encore le captage, la valorisation et le stockage du CO2. Et on travaille aussi sur des méthodologies telles que l'éco-conception ou sur ou sur l'IA comme application dans nos activités de R&D pour la chimie. Donc enfin, nous assurons la visibilité de la filière auprès des acteurs socio-économiques en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. La prochaine slide, Guillaume. Voilà, juste un dernier mot pour dire que si vous voulez en savoir plus sur Novachim, vous pouvez nous contacter. Voilà, j'ai mis mon contact et celui de ma collègue au pôle innovation. N'hésitez pas. Voilà, je vous remercie et je redonne la parole à Guillaume. Bon webinaire. Merci Stéphane. Alors, tu vois, j'avais remis tes coordonnées ainsi que l'ensemble de l'équipe. Donc, on fait équipe, hein, vous l'avez vu, donc Fibois Sud et Novachim, pour faire travailler ensemble les entreprises de la filière forêt-bois et les entreprises de la chimie qui souhaitent de plus en plus se biosourcer. Et donc, voilà l'intérêt de notre projet, hein, c'est de créer une filière d'excellence chimie du bois ou valorisation chimique du bois plutôt. Les chimistes préféreront ce terme. Donc en Provence-Alpes-Côte d'Azur pour l'émergence donc d'un nouveau marché pour nos filières. Cette démarche a été impulsée et soutenue financièrement par la région Sud et la métropole Aix-Marseille-Provence et soutenue aussi donc par France Chimie Méditerranée et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Nos objectifs sont simples, créer de nouveaux débouchés pour les connexes et les coproduits issus de la forêt et du bois, sans perturber non plus la compétition des usages avec le bois d'œuvre, le bois d'industrie et le bois énergie, et d'accompagner tous les porteurs de projets sur de nouvelles applications et de les expérimenter et de les financer via des dispositifs que nous connaissons avec Novachim. Un rapide historique aussi de nos actions. Donc, la démarche chimie du bois a démarré fin 2022 par une première phase d'étude menée par EY, donc qui ont mené une étude, donc une sorte d'étude de marché, hein, en disant est-ce qu'il y a un potentiel dans notre région pour faire émerger cette filière forêt-bois-chimie. Ensuite, nous avons, il y a un an, jour pour jour, animé un webinaire pour présenter cette étude et nous avons également invité Mickaël Lecourt du FCBA qui nous présentait également toutes les autres voies possibles d'utilisation de la chimie du bois. Donc ce webinaire, il est disponible sur notre chaîne YouTube et celle de Novachim également. Donc n'hésitez pas. Et puis on est à votre disposition aussi pour vous diffuser les supports, du moins ce qui est diffusable. Ensuite, bon, il y avait forcément un travail de prospection et de rencontre pour lancer un premier groupe de travail à échelle régionale où nous avons invité donc des entreprises issues de nos deux filières pour commencer le dialogue, étudier les besoins les gisements et pour quels débouchés notamment. Donc, on a un compte rendu et on a ensuite continué ce groupe de travail. Nous étions une vingtaine d'acteurs présents et ça a pas mal échangé
pour construire ensemble une chaîne de valeur. Et au milieu de cette chaîne de valeur, eh bien, il y a IDCO que nous allons découvrir juste après. Dans ce GT, nous avions visité les laboratoires et les prototypes et on s'est dit, mais ça peut être intéressant d'en faire un webinaire, d'où le webinaire aujourd'hui. Et d'ailleurs, je profite de votre présence pour vous dire que bah, si vous avez d'autres initiatives, d'autres savoir-faire à promouvoir, eh bien, c'est avec plaisir d'organiser d'autres webinaires et d'autres rencontres avec vous. Donc, le webinaire aujourd'hui, donc là, voilà, nous sommes ici aujourd'hui et nous allons poursuivre l'année 2024 avec l'organisation d'un troisième GT. Donc, cette fois-ci, chez Fibre Excellence, qui est un acteur très, 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 très présent, hein. À chaque GT, il est présent. Donc, c'était logique de le faire chez eux. Donc, le 26 septembre, prenez date si vous êtes intéressé d'intégrer le groupe. Et nous avons aussi l'intention de faire une étude sur les connexes et coproduits avec une triple vision bois énergie, économie circulaire et chimie du bois, autant faire une pierre trois coups. Et ce sera donc dans un temps plus lointain dans l'année. Et peut-être que l'année prochaine, nous ferons un webinaire aussi pour vous présenter cette étude. Voilà, je passe la main à IDCO. Frédéric, je t'en prie, c'est à toi. Donc, vous m'entendez bien, tout est opérationnel. Donc, bonjour à tous. Frédéric Van Den Busch, donc je suis le président d'IDECO. D'abord, je remercie la FIBOA Innovachim pour cette invitation et pouvoir effectuer cette présentation. Donc, je vais vous parler de ce projet de séchage extraction du bois par micro-ondes. Tu peux, Guillaume, passer la slide suivante, s'il te plaît. Voilà. Alors, moi, sur mon affichage, j'ai pas toute la slide. Pour vous, c'est bon? Alors, j'ai tout. Euh, Bon, OK. Donc, en fait, nous sommes une PME Deep Tech, hein, on est sur Marseille et en fait, on conçoit et on vend des solutions innovantes micro-ondes sur mesure. Ça va de l'offre, elle va, pardon, des essais, la conception, la fabrication, jusqu'à la maintenance. On a un savoir-faire en extraction végétale et c'est ça qui a joué dans ce projet, et en thermique haute température. Nos applications, c'est donc l'extraction végétale, c'est-à-dire les molécules pour la cosmétique, pour les fragrances, pour les parfums, pour la pharmacie et pour les arômes, la calcination minérale, le séchage des matériaux et le traitement technique. On est 7 personnes, on a pas mal de brevets, on a 17 brevets, il y en a 6 en cours. Et on a une station d'essai sur Marseille, d'ailleurs, qui a été visitée par le groupe de travail. Et on a pu faire certaines démonstrations. Voilà, si tu veux passer à la diapo suivante, on va parler voilà, les solutions. Alors, on voit, hein, les micro-ondes, on connaît tous le four de cuisine, mais on va un petit peu au-delà. On a des grosses machines. C'est du niveau industriel. Donc, la gamme Extractor, c'est celle qui permet de faire de l'extraction végétale et séchage pour des applis jusqu'à, disons, 200 degrés. Donc, il y a des applis en batch, en continu. Ça peut être par tapis, par spire ou donc en batch par cuve. Et en calcinator, c'est un peu le même principe, mais on va jusqu'à des températures, on peut aller jusqu'à 1500 degrés. Donc là, c'est pour le minéral, hein, ou du séchage particulier à haute température. Donc, c'est plus destiné là, au BTP, aux industries chimiques. On peut passer, hein. Donc, le principe micro-ondes pour voir ce qui va se passer pour le bois, c'est en fait, on connaît tous le café dans le four de cuisine, où le café chauffe et le four est froid. Ben, c'est ça le truc du micro-ondes, c'est qu'on agite les molécules. Enfin, c'est une des façons d'ailleurs un des principes micro-ondes, mais on agite les molécules d'eau et on chauffe le produit. Et par rapport à une chauffe traditionnelle qui chauffe de l'extérieur vers l'intérieur, là, on va chauffer de l'intérieur vers l'extérieur, ce qui veut dire que, et on va le reprendre tout à l'heure, qu'il y a des choses qui vont se passer avec les molécules et la vaporisation de l'eau à l'intérieur qui va chasser tout le monde à l'extérieur. Et ça, c'est assez énorme comme différence par rapport au procédé traditionnel. Et après, nous, j'ai illustré ça par un brassage, mais en fait, on est spécialisé aussi, on a un gros savoir-faire dans l'homogénéité de chauffe, parce qu'en micro-ondes, on peut très bien être hétérogène, brûler quelque chose et à côté ne pas du tout l'avoir même pas séché. Voilà, donc après, je vais passer un petit peu le côté technique, mais on peut faire la chauffe sélective. Oui, on peut très bien traiter un matériau dans un mélange et le chauffer et rester froid à côté.
Voilà, on peut passer à la suivante. Les avantages concurrentiels du micro-ondes, bah, ça se déduit de ce qu'on a dit. D'abord, c'est un procédé électrique. Ça veut dire que par rapport à un procédé, un sécheur gaz, eh ben, on gagne énormément en émissions de CO2. Et on gagne aussi parce qu'on est plus performant au niveau énergétique, hein. On est aussi plus performant parce qu'on est sélectif. Donc, on va attaquer les molécules d'eau. Et dans le séchage, en fait, on va créer une pression partielle de vapeur, je vais revenir là-dessus, qui va accélérer le séchage. On va faire un essorage du produit de l'intérieur vers l'extérieur. Et voilà, on va avoir une petite vidéo qui va l'expliquer. Donc, un gain de temps. Si en séchage traditionnel, on passe une dizaine d'heures, là, on va passer 3 4 heures. Et encore une dizaine d'heures, c'est gentil, ça peut être plusieurs jours souvent. Et donc en énergie, on peut être jusqu'à 40%, j'ai marqué, mais suivant la solution traditionnelle à laquelle on se compare, quoi, on peut aller jusqu'à 60%. Voilà, et là, on va commencer à détailler le projet. Alors, nous, ce qu'on a constaté, on n'était pas spécialiste du bois, mais c'est qu'en fait, partout dans le monde, pour les scieries, le bois doit être sec pour son utilisation en bois d'œuvre ou en bois énergie. Or, le séchage, c'est énergivore, c'est émetteur de CO2 et c'est un coût important pour le scieur en OPEX et en CAPEX. Donc, ça veut dire ce qu'on a constaté, c'est qu'en France, alors qu'il y a la deuxième forêt d'Europe, eh ben, il y a très peu de séchage. Il y a 80% du bois qui est importé sec. Donc, il y a quand même un problème à résoudre. Et on voit aussi qu'il y a un frein à l'utilisation des résineux pour l'utilisation en bois d'œuvre. Donc, si on pouvait extraire la résine des résineux pour après les utiliser, ce serait aussi une bonne chose. Donc, les marchés, d'un autre côté, sont en forte demande. Nous, on connaît les marchés de la cosmétique, les marchés des arômes et aussi des liants végétaux dans un deuxième temps. Et c'est pas exploité, ça, alors qu'il y a une demande d'extrait de bois. Donc, la solution qu'on propose, c'est un équipement qui fait le séchage et l'extraction. Parce que pour nous, le séchage, déjà par son définition, c'est extraire l'eau du matériau. Donc il y a déjà un phénomène d'extraction. Et à la place de laisser partir les vapeurs à l'atmosphère ou à l'égout, eh ben, on les valorise parce qu'elles ont une grosse valeur ajoutée. Donc ça va de l'hydrolat, de l'eau du bois, qui en fait, quand on dit hydrolat par rapport à un hydrolat traditionnel, on est bien meilleur. Parce que l'hydrolat traditionnel, c'est obtenu par alambic, où on ajoute beaucoup de vapeur d'eau dans les produits du bois. Tandis que là, l'hydrolat du bois serait 100% de l'eau du bois. Donc, puis tous les actifs qui vont avec, hein. Dans le bois, il y a beaucoup d'actifs, et y compris après la résine. Ça, c'est dans un deuxième temps. Pour nous, c'est encore de la R&D, là, hein. Et bon, là, je ne parlerai pas du traitement thermique, ce serait dans un second temps, mais la capacité d'une unité serait d'une tonne-heure. Parce qu'on s'est aperçu que c'est ce qui allait bien comme unité, disons, module. Après, ça peut se dupliquer ou on peut aussi voir des unités plus grosses, mais on aimerait faire un standard d'une tonne-heure. Le marché cible, c'est toutes les scieries. On a détecté, nous, 500 scieries industrielles en France. Et il y en a 17 000 après en Europe. Enfin, ça, c'est des données que vous avez sûrement mieux que moi. Le calendrier, notre calendrier de développement. Alors, on a été, il y a le logo au-dessus de la slide, lauréat France 2030. C'est fait. Et donc, on a une subvention là-dessus qui a été allouée, hein. Et pour nous, c'est important. C'est un tampon de reconnaissance, quoi, hein, sur ce projet. Et on espère, et c'est pas qu'on espère, on va commercialiser la première unité au premier semestre 2026. Alors, quand je dis commercialiser, ce qu'on va proposer, c'est là où on va un peu révolutionner le système, c'est une mise à disposition gratuite de la machine chez le scieur. Peut-être après, alors ça, on a mis étude pour prise en charge du coût de l'énergie. Ça, c'est l'étude qui va nous donner si on peut aller jusque-là ou pas. Mais disons que pour l'instant, c'est une mise à disposition gratuite. Nous, là-dedans, comment on fait? Ben, on va se rémunérer sur la reprise des extraits et leur commercialisation. On demandera simplement au scieur de faire le travail dans les règles de l'art. On va lui donner un cahier des charges à respecter parce que bien sûr, c'est pour la cosmétique, hein, il ne faut pas faire n'importe quoi. Et donc, à nous de faire la logistique qui va derrière, de savoir récupérer les extraits, essence par essence, avec ce qu'il faut comme moyen. Enfin, voilà. Donc, notre objectif, c'est de réduire 80% les émissions de CO2.
émises pour le séchage actuellement. On peut passer de slide. Alors ça, c'est une explication, une petite vidéo qu'on a réalisée, enfin, c'est à titre explicatif, hein. Si on regarde à l'intérieur du bois, que vous connaissez sûrement mieux que nous, en fait, on a de l'eau, de la résine pour les résineux et des actifs. L'effet d'un chauffage traditionnel par air chaud climatisé ou par infrarouge, on vient chauffer de l'extérieur vers l'intérieur. Ça, c'est difficile parce qu'on étanche à chaque fois la peau pour aller vers l'intérieur. Et donc, on a du mal à sortir les vapeurs, on a du mal à sortir l'eau quoi, du bois. Et plus on va rentrer, plus on va étancher la peau. Donc, en fait, c'est très long. Et l'eau a tendance à rester à l'intérieur. Et les actifs aussi. Si on veut accélérer la sortie, c'est les sécheurs sous vide, ça marche mieux. Et on peut aussi, on s'aperçoit dans les sécheurs sous vide qu'on récolte de la résine, hein. Il y a il y a des sécheurs qui sont tout pourris de résine et ça pose plutôt un problème. On a une petite partie qui sort. Maintenant, si on compare avec du micro-ondes, l'effet micro-ondes va se passer de l'intérieur vers l'extérieur. Alors, si on regarde encore pour un résineux, hein, l'action des micro-ondes, on va chauffer à l'intérieur. Et là, c'est complètement différent parce que l'étanchéité, ça va se faire de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, c'est tout bon. Ça veut dire qu'on est encore poreux pour ressortir l'eau. Et les molécules de vapeur qui vont se faire vont avoir tendance à créer une pression partielle interne et à pousser les molécules d'eau, les actifs, comme il se passe en extraction végétale, vers l'extérieur. Donc, on a un phénomène d'essorage, tout est entraîné sur la peau. Donc là aussi, on gagne énormément en énergie. On ne vaporise pas tout d'un coup pour avoir les vapeurs. Donc, on va aussi sortir la résine à l'extérieur. Donc après, ben, il suffit enfin, d'associer ça soit à de l'air chaud, soit ou pas d'ailleurs, ou au vide, pour accélérer le mouvement. Donc, en fait, on peut cibler les 20% d'eau pour le bois d'œuvre et 10% pour bois d'énergie. On peut être assez pointu là-dessus. Non seulement en homogénéité de chauffe, mais au degré de cécité. Et ça, je mets quelques minutes, là, c'est un peu marseillais, disons quelques heures, quoi, hein. Voilà. Donc, oui, on va. Voilà. Donc, en fait, si on part maintenant sur le modèle qu'on compte faire au niveau commercial. Donc, on a la problématique, c'est le scieur du séchage qui a initialement du bois à traiter, qui a environ 40% d'eau d'après ce qu'on a détecté en moyenne. Si tu peux cliquer sur le. Voilà, nous, ce qu'on propose, c'est donc la mise à disposition du sécheur. Et l'objectif à la fin, tu peux encore cliquer, c'est d'avoir ce fameux bois sec à 10 ou 20% d'eau, suivant l'utilisation, 10% pour le bois d'œuvre, si je dis pas de bêtises, et 20%, ou c'est peut-être l'inverse, pour le bois énergie, 10%, et 20% pour le bois d'œuvre. Donc l'hypothèse, c'est un travail de 7h30 par jour sur 220 jours, ce qui nous ferait 1237 heures, donc 1237 tonnes an, mais avec la possibilité encore d'augmenter la prod, hein, et s'il faut, d'avoir deux modules. Et là-dedans, on récupère, ça donne les taux de récupération moyens pour les bois. Bien sûr, ça dépend des essences, ça va dépendre du type de boîte. Donc la cécité, en prenant une cécité moyenne, hein. Et nous, on s'occupe de valoriser les extraits en passant des contrats avec des repreneurs style des entreprises grassoises, hein, des firmes Nischmann, Robertet ou des gens qui sont dans le domaine du mélange pour la mise en bouteille, quoi, hein. Ce qu'on vise, c'est 30% de réduction d'énergie, 80% de réduction d'émissions de CO2, un séchage plus rapide et une meilleure qualité du bois sec, hein. Il faut qu'on valide ça, mais il semblerait qu'on n'ait pas, que ce soit plus utile d'avoir la phase de repos du bois après le séchage. Un séchage traditionnel, vu que c'est de l'extérieur vers l'intérieur, va avoir tendance à créer des contraintes. Donc, il faut laisser une phase de repos. Et là, on pourrait utiliser directement, on pourrait essayer directement le bois après séchage. L'objectif en 2030, c'est d'atteindre un certain nombre de scieries en France. Je ne vois pas le nombre moi, sur mon écran, mais c'est 10%, je crois, Tout et à une fait. petite part de scieries en Europe. Voilà, les 0,2% de scieries en Europe. On peut passer à l'étape suivante. Je crois qu'on a quasiment terminé la présentation. Voilà, ça c'était. Alors, c'était la petite démonstration qu'on avait faite dans nos locaux sur un petit extracteur, on appelle ça de laboratoire. On voit l'appareil, hein, sur la droite. Et en fait, on met les morceaux de bois humides avec le taux d'humidité voulu et on récupère en quelques minutes l'eau du bois et les essences.
Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour ça. C'est le moment. Alors, on va quitter l'écran et on va passer aux questions. Alors, je ne sais pas si... Ah, peut-être les micros sont éteints. Oui, oui, alors je rallume mon micro. Stéphane Moutard, Novachim. Oui, Guillaume, alors j'ai une question dans le chat, donc on peut peut-être commencer euh, par cette question. Et puis, il ne faut pas hésiter à lever la main si vous avez des questions, hein. On privilégie les échanges. Vous pouvez vous poser vos questions en direct et puis on privilégie les échanges. Donc, la question, c'est concernant la réduction des émissions de CO2, quelle énergie est utilisée en intrant? Donc, n'hésitez pas si vous voulez préciser la question. Euh, vous pouvez L'énergie utilisée intervenir. en intrant. Nous, Ouais, pardon, c'est l'énergie électrique, hein. ouais, Donc, on a, alors, peut-être la question, c'est le rendement d'un micro-ondes. C'est ouais. la question derrière. Alors, il y a au niveau de l'antenne, en industriel, on peut atteindre 80 à 85% de rendement. C'est-à-dire entre le réseau et ce qui va aller au produit. Je pense que si je réponds hein, à la Oui, question, oui. on a un rendement de 85 à 80-85%. Après, tout va dans le produit. D'accord. D'accord. Mais voilà, la personne, il ne faut pas qu'elle hésite, hein, si elle veut préciser la question, intervenir, hein. En fait, pour produire de l'électricité, on émet du CO2 de toute manière. Ah oui, Donc, on ne peut pas le réduire. tout à fait. Alors, Euh, ça, c'est l'exemple en France d'électricité émise par du nucléaire, où on tombe les émissions de CO2, mais effectivement, si on crée le CO2 soit à côté par un groupe électrogène au fioul ou alors par une centrale à charbon, on ne va pas faire grand-chose au niveau de l'environnement, là. Ça, peut-être pour préciser, effectivement, enfin en tout cas pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, les skieurs qui ont des séchoirs, c'est assez hétérogène l'énergie qui est utilisée pour sécher, hein. Ça peut aller du gaz Oui. à l'électricité, mais sur des séchoirs classiques. Mhm. Mais aussi à utiliser les connexes effectivement de Ah oui, série avec du bois énergie. Donc ça c'est très effectivement, bien. la réduction des émissions, elle sera assez différente effectivement suivant voilà Exactement. l'énergie d'origine qui est utilisée pour sécher. Mais effectivement, si on est au gaz ou au fioul, là c'est sûr qu'on va gagner beaucoup, l'électricité également. Après, il y a effectivement une utilisation des connexes qui est fait directement, et qui est assez vertueuse par Alors après, des séchoirs ventilés. le procédé permet de gagner en énergie, donc aussi en CO2, hein, mais en énergie par ce que j'ai expliqué, la, la, comment dire, du rendement micro-ondes. On va gagner 20 à 30% au minimum, hein. alors ensuite, il y a Léane hein, Carnec, ma collègue, qui a levé la main. Et Mhm. je Oui, merci Guillaume. Merci Frédéric pour cette présentation très intéressante. Je me pose la question sur les règles de l'art à respecter par les skieurs que vous avez abordées. Est-ce qu'il y a des règles spécifiques à cet outil ou est-ce que finalement ça va rien changer de ce qu'ils sont déjà censés faire normalement? Ah non, ça va rien changer du tout. Ça peut s'intégrer en plus dans le circuit opérationnel de la scierie, hein. Simplement, ça peut éliminer l'étape de fin. Alors au niveau micro-ondes, il n'y a absolument rien, il n'y a pas de fuite, hein. Il n'y a besoin d'aucune compétence particulière. C'est tout géré par un IHM. Et on prévoit, alors ça, je ne l'ai pas exprès mis d'image du four parce qu'il est encore on n'a pas encore effectué la protection industrielle. Il est en dépôt de brevet, mais il faut imaginer un four batch comme un petit peu comme les fours actuels. Voilà, donc ça change rien à comment dire, au niveau opérationnel pour le scieur, si c'est ça la question. Et autrement, au niveau des réglementations, il y a absolument, c'est exactement identique aux réglementations d'un sécheur traditionnel. Ok, merci. ensuite, Tiziano hein, Panini a une oui, question. merci pour l'autre question. Mais j'ai vu une image où il y a des planches qui sortent dans une scierie où après ils ont été séchées.
Est-ce que vous avez déjà fait donc un test dans le Gard, si je ne me trompe pas? Et surtout, est-ce que vous avez pu confirmer l'absence de besoin de stabilisation du bois une fois sorti du séchage? Non, Merci. nous, enfin, c'est une bonne question, hein. Nous, on n'a pas, enfin, on a fait des essais internes, hein. On doit le confirmer. Ça, je vous dis, il semblerait que, parce qu'il y a des études qui le montrent. Nous, on a observé ça à échelle labo, mais on a une phase là qu'on va enclencher avec un prototype à petite échelle. On va faire des différents tests et puis après un démonstrateur échelle 1. Quand tout sera validé, ce sera 2025, fin 2025, on aura fait tous ces tests-là. Voilà, donc pour l'instant, c'est qu'une supposition. Oui, ça rejoint une question dans le chat aussi, effectivement, que par rapport au séchage rapide du bois d'œuvre et les Mhm, conséquences potentielles en termes de mhm, déformation du bois. Donc mhm. effectivement, enfin Frédéric, tu me confirmes que c'est l'objet des tests notamment qui sont faits avec UFV dans le Gard, Oui, justement pour bien oui, vérifier voilà, la oui, qualité du bois qui va sortir. tout à fait. Donc on a un partenaire, hein, pour ce projet bois qu'on appelle chez nous Extra Bois, extraction du bois. C'est UFV Bois, effectivement, enfin, dans les Cévennes, hein, dans le 30, et avec qui on va enclencher tous ces tests. Mais la littérature et les essais qui ont été faits, pas par nous, hein, il y a déjà eu des essais de séchage micro-ondes, confirment ça, hein. Mais voilà. Et ce qui est logique, ça vient de cette action intérieure vers extérieure. Juste dire, il y a deux questions dans le chat, peut-être avant de passer Alors, la parole à Philippe. ouais, une question de mode de chemin du FCBA. Une chaudière biomasse actuelle pourrait alimenter un séchoir. Alors, c'était une question justement quand tu échangeais avec Tiziano Panini sur la partie alimentation électrique. Oui, mais tout à fait, hein, ça peut être une très bonne chose d'avoir ce cercle-là. Alors, sachant aussi qu'on peut, ben, je crois que c'est une question du chat, traiter les granulés, hein. Extraire sécher les granulés. Et ensuite, on a une autre question. Toutes les essences de bois européens sont-elles concernées? Ben, on aimerait. Alors, c'est toute la problématique de mise en place de tout le projet. Il faut qu'on connaisse toutes les essences, les scieries, enfin, quelle scierie a quelle essence, et ce qu'on fait avec les essences pour être pointu au niveau de leur valorisation, parce que chaque essence aura des hydrolats différents, aura des actifs différents, aura des applications d'extraits différentes qui seront peut-être soumises à des réglementations, parce qu'en cosmétique, on ne fait pas n'importe quoi, hein. Il y a des produits qui sont allergènes, des choses où il y a des règles spécifiques, des réglementations spécifiques. Donc, il y a des choses qui sont déjà enfin, sur le marché, donc ça, ce serait facile à faire, et des choses qui vont demander du temps pour la mise sur le marché. Donc, il faut, pour ça, oui, il faut cibler des essences, et ça aussi, on va enclencher une grosse étude là-dessus pour bien connaître tous ces marchés essence par essence et cibler les essences prioritaires. Donc, j'ai pas la réponse encore à cette question. De futurs essais peut-être, Frédéric, du coup. Bon, Enfin, En tout connaissance, cas, nous, oui. ouais, en tout cas, nous, on a la connaissance des scieurs et des essences qui sont sciées par chaque scierie en région. Mhm, Et on a aussi des profils chimiques, les profils chimiques des essences, puisqu'on très a bien. étudié déjà pin noir, pin sylvestre, pin d'Alep aussi, le cèdre, c'est en cours. On a une visibilité donc déjà sur un certain nombre d'essences, pas toutes, mais sur un certain nombre. Oui, Philippe Bavray, euh, qui a levé la main, et ensuite Philippe Bregliano. Oui. Vous m'entendez bien là? très bien, Philippe. Oui. Ouais, c'était en lien. Bon, vous avez répondu. J'avais deux questions. Effectivement, ça pouvait également s'appliquer aux essences feuillues, Oui. donc qui sont quand même qui ont une anatomie, je dirais, plus moderne et plus complexe, hein, donc Mhm. et plus difficile aussi Ju- à sécher, à stabiliser, hein. Oui, justement, c'est encore Et, plus l'avantage là, oui.
Et puis, le deuxième point, c'était pour revenir effectivement, mais ça a été dit sur la photo que vous avez présentée là. Je pense que vous, par rapport à votre système de séchage, le fait d'accélérer en fait les particules pour chauffer les molécules d'eau vont imposer d'être dans des conditions d'ambiance extrêmement régulées tant en amont qu'en. Alors sur la partie aval, non, une fois que c'est séché, mais les bois, par exemple, si on est dans un milieu où il fait 10 degrés, avec une hygrométrie de l'air, relative de l'air relativement Mhm. basse, est-ce que ça fonctionne? Et inversement, avec une hygrométrie relative de l'air haute et une température importante, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que s'il fait 30 degrés dans la série, avant de mettre les bois dans le four, est-ce que ça fonctionne? Effectivement, alors c'est un système batch, hein. Oui. Donc on a un contrôle de l'hygrométrie à l'entrée et on va gérer à l'interne, dans la cavité, des conditions pour qu'on soit constant au niveau de la sortie. C'est peut-être moins gênant en sortie, mais voilà. Parce qu'on a cette contrainte-là déjà, vous savez, c'est un peu la même chose hein, sur le collage haute Mhm. fréquence chez les lamellistes, Mhm. où il faut des chambres de stabilisation. Leur enjeu, leur difficulté, c'est quand il fait trop chaud l'été Mhm. et inversement, quand il fait trop froid l'hiver. D'ailleurs, c'est agréable d'aller en hiver dans une unité de fabrication de lamellé collé parce qu'il fait une température relativement. Enfin, on a l'impression que c'est chauffé, quoi, mais ça l'est, hein. Oui. Ça l'est. Alors, Ça l'est. oui. Et en permanence, ils régulent avec des hygromètres, ils envoient Oui. de l'eau Ouais. voilà. Alors, et là, il faut imaginer que c'est un appareil qui fait séchage-extraction. Ça veut dire qu'on a des condenseurs à l'intérieur de l'appareil. D'accord. Là, je ne peux pas tout dire. Ok. Est-ce que, Donc, Philippe, est-ce que tu as d'autres questions? non. Alors, ben, Philippe Brigliano, bonjour Philippe, je t'en prie. Bonjour à tous. La question, il y en avait, c'était la même que Philippe Bravery sur les feuillus. Et pour les résineux, il me semble que surtout certaines essences, style Douglas ou autres, Mhm. en fait, ont besoin de moins de protection, moins de traitement, parce que c'est justement leur résine qui empêche la dégradation du bois dans le temps. Alors, est-ce que on a finalement intérêt à extraire les résines ou ben voilà, c'est une question, hein, c'est pas du tout un reproche au système parce que c'est vrai que de toute façon, voilà, c'est ma question, elle est celle-là. Mhm. Mais oui, oui, on pourrait même prévoir dire on sèche, on tire pas la résine ou on sèche et on tire la résine. La résine, je vous dis, il y a encore aussi du développement là-dessus, hein. Nous, on est maintenant opérationnel pour le séchage et la récolte des extraits hydrolats et actifs. Voilà, après, c'est une bonne question, oui, pour la résine. Que fait-on? Oui. Alors, sachant, moi, l'étude qu'on en a faite, c'est qu'il y a un gros thème sur la résine dans le domaine du biocarburant, mais ça, c'est un thème il y a à prendre et en laisser avec les biocarburants. Mais aux États-Unis, ils pensent que la résine de pin, c'est le biofuel de demain, quoi, hein. Et ils dopent les résineux en résine par de la génétique et par des croisements. Après, bon, il y a pas que la résine dans ce qui est extrait. Mhm. Est-ce que c'est vraiment la résine qui protège des parasites ou ce sont au contraire les autres molécules qui sont extraites, qui sont plus Ouais. solubles ou c'est la résine, c'est la partie sèche, solide Mhm. du système. Donc Alors, peut-être il y a aussi des études ouais. complémentaires à Alors mener c'est une sur ce qu'on extrait. pardon, mais c'est une bonne question parce que je voulais pas trop revenir dessus, mais le sécheur peut permettre, si on continue l'opération, à venir faire un traitement thermique et qui lui peut avoir un gain pour la conservation du bois après.
Merci Philippe. Et si je comprends bien, Frédéric, il y a quand même un process qui permet de contrôler un petit peu la migration de la résine vers l'extérieur. Oui. Ce qui est quand même intéressant parce que ça veut dire aussi que dans certains cas, cette résine-là, elle peut être problématique sur certaines essences, notamment pour des questions de collage derrière. Donc, en tout cas, pouvoir contrôler ce process-là, et c'est quand même assez intéressant. Mhm. Alors Stéphane avait une question également. Oui, moi ça, bon, on a commencé à en parler, mais j'avais une question plus sur les applications. Effectivement, on a parlé de ce qu'on pouvait faire en matière de valorisation pour faire des hydrolats, des actifs cosmétiques. Euh, mais on a commencé à en parler. Je voulais savoir un petit peu les autres applications qui étaient possibles. On a parlé donc de la résine pour les biocarburants, effectivement, qui est peut-être un marché encore difficile à pénétrer. Mais est-ce qu'il y a, on parlait par exemple de liants végétaux, est-ce qu'il y a voilà, des exemples que vous pourriez donner sur euh, ces autres applications comme les liants Ah oui. végétaux? Et puis, voilà, comment à quel, s'il y a des développements qui sont faits dans ce domaine-là, à quelle échelle, voilà, de temps ou de niveau de R&D pour aller vers. Ah ben, les liants végétaux, c'est en cours, hein, tous les gros routiers. Nous, on est en partenariat avec Colas, mais les gros routiers sont intéressés par remplacer dans les enrobés le noir du bitume par des produits d'origine végétale. Donc chacun a son procédé, mais la plupart, comment dire, le liant vient de la résine. Donc il y a un marché de cette résine dans le futur. Et on cherche le sourcing, donc ça pourrait être une réponse, cette résine du bois, aussi au sourcing de liant routier. D'accord, ben, merci. On a ensuite des questions, d'autres questions dans le chat. Est-ce que le séchage trop rapide du bois d'œuvre risque d'avoir des conséquences en termes de déformation? Ben, C'est une très justement, bonne question. Il n'y a que des bonnes questions. Euh, alors oui, si on imagine une très grosse puissance, enfin, on appelle ça de la densité de puissance en micro-ondes, c'est d'apporter dans un petit volume énormément de puissance, on pourrait faire presque éclater certaines parties du bois, mais on est quand même en deçà là, hein. Ce qu'on cherche à faire, c'est le séchage sans abîmer le bois, mais là, puis ça coûterait, là, il faudrait une centrale nucléaire si on veut faire, si on veut faire exploser le bois à des échelles de la tonne. Donc, oui, la question est bonne, mais on sera bien en deçà d'un problème de déstructuration du bois. Ensuite, question de Guillaume Vernat. Avez-vous envisagé de travailler avec des producteurs de granulés Hmm. ou des plateformes de recyclage? C'est une bonne question. Au recyclage, non. Mais des producteurs de granulés, oui, parce qu'il y a enfin, je pense que c'est pas mal de scieurs ont eux-mêmes maintenant des productions de granulés ou veulent intégrer ça. Mais autrement, oui, on a de la demande sur du séchage de granulés pour l'élaboration de combustible, hein. Oui. Oui, parce que c'est vrai que le producteur de granulés, je crois que c'est 15% de mémoire et il doit sécher hein, pour Mhm. fabriquer ces granulés. Et c'est vrai que dans les plateformes de recyclage, ben, vous avez aussi des plateformes qui recyclent du bois et je sais qu'ils ont des difficultés, notamment à écouler des bois type bois B. Donc à voir aussi si par la suite, votre machine, enfin ta machine peut traiter des Mhm. bois B aussi, des bois qui Mhm. contiennent peut-être des lasures ou des produits ou des cols. Ensuite, on a une autre question. Peut-on imaginer de purger certaines essences de leur tanin, par exemple le chêne et le châtaignier? Ben, sous réserve de validation, je dirais oui. C'est vrai que les tanins, alors j'ai connaissance d'une entreprise qui, avec les tanins de châtaignier, peuvent, dans le Mhm. médical, soigner des animaux, notamment Mhm. des veaux, pour Mhm. les améliorer le taux de. Et donc, une question de notre collègue, Mickaël Lecourt du FCBA, qui fait partie de l'équipe hein, Fibois Sud Novachim, enfin, de l'équipe, de notre groupe de travail. La question du pourquoi le bois est durable varie par essence avec ses extraits, composition structurelle ou autre. Peut-être pas une question.
Après, Mickaël, si tu veux intervenir et préciser. Oui, c'était juste une remarque par rapport au débat de tout à l'heure, hein, que si on enlevait tous les extraits, on risquait de perturber la durabilité ou les propriétés de durabilité de certaines essences. Donc Mhm. ça, c'est vraiment à étudier et à valider parce que c'est des sujets qui sont pas évidents. C'est pour ça que j'ai essayé de citer, voilà, ça peut venir des extraits. Bon, si les extraits ne sont pas forcément suffisants pour avoir de la durabilité, elles peuvent être nécessaires ou pas. Donc ça, c'est pas la réponse est pas évidente. Il n'y a pas de réponse globale que je pense qu'on puisse apporter pour toutes les essences de bois durables. Merci, Mickaël. Une autre Bonne question question. de la part de Léane, de Fibo Sud. La résine extraite par la technologie micro-ondes a-t-elle les mêmes caractéristiques que la résine extraite par gémage? La rentabilité économique est-elle plus avantageuse avec la technologie micro-ondes? Ça, c'est une bonne question. J'en sais rien, pour être franc. On va faire les tests avant. Mais alors, maintenant, rentabilité, là, on s'attaque à la source. Oui, le gémage, mince, pardon, permet de pouvoir, sur un arbre, comment dire, faire en continu. Par contre, il faut organiser ça. Là, c'est pas évident d'aller au sourcing pour le GMH. C'est des petites quantités, c'est pas très industriel. Là, on propose un procédé plus industriel. Par contre, c'est que bon, ça se passe une fois dans la vie de ce bois. Quand il est séché, la résine qu'il a est extraite, point barre. Après, elle va pas revenir, quoi. Hein. Voilà, alors je sais pas si c'est une réponse à la question, mais oui, c'est deux choses différentes. Et le GEMAGE est très intéressant et c'est peut-être une solution, mais comment industrialiser le GEMAGE, c'est pas évident. Après, je me pose la question aussi parce que le gémage est une pratique sur un arbre vivant Oui. et le bois que tu traites est un arbre abattu, déjà Mhm. extrait de sa forêt. Ouais. Alors, c'est Mais peut-être là, l'avantage et la valeur ajoutée, c'est qu'effectivement, on est sur une opération de séchage du bois d'œuvre qui, de toute façon, est une opération qui doit être faite effectivement pour que ces bois puissent être commercialisés. Et donc là, on vient rajouter justement de la valeur dans cette opération en pouvant extraire, enfin, voilà, soit effectivement des molécules, soit de la résine. Donc, on est vraiment sur du plus, quoi. Alors, Philippe excuse-moi, Philippe. Vas-y, je t'en prie, Philippe. Oui, on est allé au Portugal et je crois on a parlé la dernière fois aussi. Les Portugais sur du pain maritime procèdent au gémage, mais seulement 5 ans avant l'abattage pour le purger de la résine pour avoir un bois plus Mm. sec. Donc, on voit bien que c'est problématique. Enfin, Ah oui. le- ce séchage dit industriel, mais quand même qui n'est pas, c'est pas un monstre non plus, apporterait des solutions intéressantes. Et pour revenir, si vous voulez, les végétaux n'éliminent pas leurs déchets. En fait, c'est stocké au fur et à mesure de la vie. C'est les métabolites sont stockés dans les cellules, dans des vacuoles en fait qu'on qu'on a, enfin, que les végétaux, contrairement aux animaux qui sont obligés de faire des fesses, d'éliminer les déchets, ce qui demande beaucoup d'énergie, alors que le végétal, lui, au cours de sa vie, il stocke tranquillement tout ça. Ça fait que effectivement certaines espèces végétales comme les champignons ou autres peuvent stocker des molécules toxiques, naturelles mais toxiques. Et des fois, il faut faire attention quand on consomme des végétaux ou autres. Mhm. Il faut les purger. Je parle au hasard, ce qui me vient à l'esprit, c'est le laurier rose Mhm. qui sont toxiques ou autres, la ciguë, certains champignons, etc. Voilà, j'en dirai pas plus. Mais effectivement, les Portugais ont trouvé cette technique pour avoir, parce que s'il y a trop de résine, c'est justement ce qu'on appelle, ce que monsieur, je sais plus dans quel exposé, des bois lunés, c'est-à-dire à sève haute ou basse, que justement on essaye de, un excès de résine n'est pas bon, mais ça fait travailler le bois. Alors que là, effectivement, ce système permettrait peut-être un contrôle et de garder ce qu'il faut, d'enlever ce qu'il faut, etc. Enfin, je pense que on est un développement, un début de recherche. Enfin,
pour le moment, c'est expérimental, c'est pilote, etc. Et ça vaut vraiment le coup de travailler là-dessus, quoi. Merci Voilà. Philippe. Alors on arrive à l'heure du midi, c'était l'objectif qu'on s'était fixé. Est-ce qu'il y a une dernière question? Et sinon, alors je vous remercie pour votre participation. Vous allez donc recevoir le support et donc le replay, le lien pour revivre ce moment. Vous avez bien sûr sur le support les coordonnées de Fibois Sud, de Novachim et de Frédéric Vandenbusch d'IDCO pour poser vos questions. Et nous vous inviterons, si vous le souhaitez, à nous rejoindre dans le troisième groupe de travail le 26 septembre prochain chez Fibre Excellence. Je vous souhaite un très bon appétit et une bonne semaine à tous. Merci. Merci à tous. Merci. Merci. Merci, Guillaume. Merci, Merci. merci Merci à Guillaume. tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci. Merci.